Now we care like we never were. And something tells me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Something tells me I'm bound to perfection. A thousand years and 2,000 years. Where we go from now, can you tell us? I'd like to say, let us stay.
Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Just something tell me I'm bound to perfection. A thousand years and 2,000 years. Where we go from now, can you tell? I'd like to see like a dynasty. Call it climate change, I call it climate security. Got my town to follow your trail. Headed to Greenland if I have to. I like your lips and I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Et hop, bonjour tout le monde, c'est la revue de presse du Monde Moderne, c'est tous les jours ou presque à 9h ou presque, là on est à l'heure, c'est formidable. Il faut dire qu'on est lundi, lundi c'est le premier jour de la semaine, c'est le premier jour où on se sent productif à mort, où on a passé un bon week-end reposant à manifester ou pas, où on se dit tiens si j'allais bosser pour faire des gros profits pour mon patron, ou si on est patron on se dit tiens si j'allais voir s'ils bossent, s'ils ont le pass, hein, des fois. Alors en ce moment, ce qui se passe, je vous cache pas que c'est tragique. On a un président qui insulte les citoyens. Derrière, les gens commentent en disant non, mais c'est une stratégie politique assez maligne. Et puis vous avez les petites frappes de la majorité qui disent ah ouais, ça on aime bien mettre du sang sur les murs, c'est génial, ils parlent cash. Ça on aime bien. Alors j'ai envie de parler cash aussi ce matin. Hein. J'ai envie de dire écoute, je ne vais pas répondre à l'insulte par l'insulte. C'est minable, c'est misérable. Hein, laissons-le là où il est. Simplement avec un peu de dignité, dire écoute, il est temps que tu t'en ailles. Voilà, hein, 5 ans de maltraitance, c'est bien assez. Alors, vous allez voir, hein, les sondages quand même essayent de nous placer une Valérie Pécresse en pole position, des fois qu'on n'ait pas assez de Karcher dans la gueule. Donc on verra. En tout cas, je vois qu'Antoine a trafiqué les abonnements, donc maintenant on a Copé qui joue du piano, c'est merveilleux. Ouais. Merci de vous abonner, merci de nous suivre, merci de nous soutenir sur Patreon, merci de partager le lien de ce stream, merci d'être de plus en plus nombreux, certains même décidant de s'informer uniquement par ici parce que l'info est bonne, parce qu'on y rigole, parce que c'est vrai qu'on ne va pas non plus se laisser aller, faire comme Stromae, chanter sur le suicide aux 20h de TF1, non, non, non. On tient bon, ici on rigole, il ne faut pas prendre tout ça trop au sérieux, ce n'est qu'une expérience assez délicate, hein, la vie, et alors la vie en Macronie c'est encore plus délicat, t'as l'impression d'être funambule, hein. Hop, un coup de LBD évité, hop là là, attention, un coup de matraque, un coup de lacrymo, hop, une loi pourrie, oh une loi c'est l'heure, attention, dans tout est dur, hein. C'est vraiment c'est une course de haie pour vivre bien, hein. C'est compliqué. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu les manifs de ce week-end. Alors, la globalité des manifs était absolument calme, sans aucune violence. Mais il y a quand même des CRS qui ont trouvé moyen de retirer une munition lacrymo dans un appart à Lyon. Cette fois-ci, pas à Marseille. Marseille, ils avaient tué comme ça Zineb Redouane, qui ne demandait rien, qui fermait ses volets à sa fenêtre. Là, c'est pareil, on retrouve la même scène. Ça fait 5 ans de maltraitance, 5 ans de violence, 5 ans insupportables pour moi, sans doute pour vous aussi. Et malheureusement, ça continue et c'est devenu même commun finalement cette violence sous le règne d'Emmanuel Macron. C'est voilà, tous les week-ends c'est la violence. C'est pas normal, c'est le signe d'un pays qui va très mal. D'ailleurs, tous les voyants sont au rouge, hein, même si Bruno Le Maire nous dit que l'emploi c'est comme ça. Vous allez voir, non, l'inflation explose. Et pourtant, Christine Lagarde nous avait dit qu'on la tenait à 2%. Vous allez voir, c'est transitoire. Non, 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 c'était une blague. Évidemment, personne ne l'a cru. Elle disait ça, c'était une histoire qu'elle racontait aux enfants. Donc là, non, on est à 5% et vous allez voir, ça commence à un peu faire comme ça parce que l'euro, il y a la Grèce, il y a l'Italie, on en parlera en toute fin avec les
échos. On va commencer par parler de ce qu'on adore. Hein, vous savez, ce truc-là où on nous force à nous mettre des cotons-tiges dans le nez tout le temps. Non, ça, c'est pas ça. Attendez, c'est pas du tout la bonne capture d'écran. Voilà, c'est là. Pouf. Fait-on trop de tests, à votre avis? Est-ce qu'on en fait trop, des tests? Oui, d'ailleurs, les parents d'élèves n'en peuvent plus tellement ils fourrent le nez de leurs enfants avec ces cotons-tiges. 8 heures de queue à la pharmacie pour tester tous les enfants qui vont à l'école parce qu'il faut les tester tous les jours. C'est le protocole Blanquer qui a été sorti la veille de la rentrée. C'est dire comme si ces gens-là travaillent. Et puis du coup, ils se sont dit non, ce protocole, il est pourri, on va laisser tomber, on va arrêter de tester les gosses. Hein. De toute façon, ça sert plus à rien. Tout le monde là au micron, donc allez, on y va. Tranquillou. Hein. De toute façon, vous êtes tous à la 3e dose, hein, vu que c'est obligatoire. Non, pardon, vu que c'est c'est incitatif, hein, il faut un pass. Donc fait trop de tests, la réponse est évidemment oui. D'ailleurs, ça coûte une blinde. Regardez, c'est le record, 1,5 million de tests par jour en moyenne du 30 décembre au 5 janvier. 1,3 million de tests par jour. Je vous laisse prendre cette information. Dit, oui, chaque jour, 1,3 million narines de Français ont été trifouillées pour aller chercher un peu de morve et voir s'il y avait du Covid dedans la morve. C'est quand même assez incroyable. Et alors, ça coûte un bras, 1 milliard de plus, voilà, 1 milliard d'euros de plus en janvier. 6 milliards, ça a coûté à peu près là, ces derniers mois, rien que les tests. Pour le trou de la Sécu, toc toc toc, bonjour, c'est l'huissier, c'est 100 milliards d'euros de trous de plus de la Sécu. 100 milliards qu'on aurait pu utiliser plutôt qu'à les mettre dans des cotons-tiges pleins de morve à construire des hôpitaux, payer des infirmiers, des docteurs, former des soignants, réouvrir des lits de réa. Non, on a préféré investir dans du coton-tige. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après tout, c'est capitaliste, hein, ça jette, c'est pratique, ça se fout dans le nez. Maintenant, il y a même un fétiche là-dessus. Les gens adorent se trifouiller le nez. Ils ont découvert des zones érogènes qu'ils ne connaissaient pas. C'est un truc génial. Mais là, quand même, 1 milliard par mois, quasiment, de coton-tige. Waouh! Sachant que les non-vaccinés, en plus, ne sont pas remboursés. Alors là, tu vois que c'est les vaccinés qui se testent, qui sont positifs, qui refilent la ch'touille. Là, au nombre de cas omicronés, tu sais très bien que c'est pas les non-vaccinés qui sont dangereux. C'est tout le monde, c'est le virus. Il s'en fout que tu aies le vaccin ou pas. De toute façon, il passe. Après, la question, c'est est-ce que tu vas à l'hôpital ou pas? Alors, Omicron, visiblement non. Hein. Tout le monde commence à péter un câble. Hein. Même les médias mainstream, t'as Ruquier qui disait quand même non mais attendez, je me suis tout fait vacciner bien pour reprendre la vie d'avant. C'est une arnaque. Et oui, il en a fallu du temps, hein. Mais quand même. Alors, c'est pas une arnaque, hein, parce que derrière, vous avez la banque assurance, la finance qui va très bien, vous avez tout ce qui est l'agenda de privatisation du système de soins et de santé qui va très bien. C'est d'ailleurs une tribune de de Barbara Stiegler dans l'IB que je vous lirai tout à l'heure qui explique que ce pass vaccinal permet de continuer la pire des politiques néolibérales sans assumer aucun des choix qui sont faits, qui ne sont pas des choix sanitaires d'ailleurs, puisque il est question de flinguer la santé publique et la santé des Français également, ainsi que leurs fosses nasales. Donc c'est une énorme arnaque. Oui, vous pouvez l'hurler, le crier. Je sais qu'ici vous êtes plutôt d'accord avec ça, mais vous avez encore plein de gens qui pensent que attention, non, faut faire super attention, faut se tester 10 fois par jour. On ne sait jamais, des fois qu'on ait le truc, hein. Des fois qu'on n'est pas payé assez de coton-tige, c'est vrai. Mais enfin, 1 milliard, j'ai envie de dire, non mais attendez les gars, non mais on va peut-être arrêter très vite cette connerie. Évidemment, tout ça, c'est dans le canard à nanar, hein, pardon, j'avais oublié de le dire, puisqu'ici, ceux qui ne connaissent pas cette revue de presse, ne m'en voulez pas, on fait la revue de presse des médias, des milliardaires, donc c'est pour voir comment l'actualité est traitée, comment la geste du président Macron est mise en scène par les troubadours modernes, expliquant combien ce soleil est la meilleure centrale nucléaire qu'on ait jamais eue pour toute la France, hein, en termes d'énergie, en termes de confiance en soi, en termes de production d'électricité et de vent, c'est assez formidable. Donc n'hésitez pas à vous abonner bien sûr et puis à en parler autour de vous. Je vois que ça marche parce qu'on est quand même vachement nombreux maintenant à regarder cette revue de presse tous les matins. Alors avant de passer à Anne Hidalgo qui hidalgote, hein, c'est...
La gauche en ce moment, c'est waouh, wow, 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 les gars, qu'est-ce que vous faites? Jadot a la meilleure phrase d'ailleurs sur la gauche. Vous allez voir, il a une déclaration ce week-end phénoménale. Non, je voulais revenir sur la tribune de deux zigotos là dans le Parisien du week-end. Donc pareil, hein, le même canard à nana, qui disait faut-il écorcher et pendre par les couilles les non-vaccinés? Non, c'était pas ça, évidemment, ça allait pas si loin, mais bon, on est à 2 mois, je pense, de cette solution radicale, hein. Non, non, c'était juste, est-ce qu'il faudrait des fois qu'à l'hôpital, il crève tout seul, la bouche ouverte, et qu'il paye en plus? Pourquoi pas? Alors, c'est donc un soi-disant avocat et un soi-disant hépatologue ou je sais pas quoi, un médecin, donc qui n'a pas lu hein, ce que faisait en termes de coagulation sanguine les différents vaccins, mais qui s'en fout puisqu'il n'est pas là pour ça. Il est là pour dire faut le passe vaccinal et puis il faut voter Macron. Et l'avocat, en l'occurrence, c'était un mec qui s'était présenté au sénatorial pour La République En Marche et qui disait que ce gouvernement, c'est du génie, c'est du pur génie concentré, quoi. Hein, c'était à peu près ça qu'il disait. Les mecs sont vraiment quand même là. Hein. Ils sont là. Alors, ils font une tribune donc, pour condamner des gens qui respectent la loi, puisque la vaccination n'est pas obligatoire. Donc, vous avez tout à fait le droit de ne pas vous faire vacciner. C'est ça qui est terrible. Vous n'aurez juste pas droit d'être citoyen. Vous serez des irresponsables. Macron vous montrera du doigt et puis vous ferez cracher dessus dans la rue jusqu'à dans 2 mois vous faire écorcher et pendre soit par les genoux, soit par une autre partie de l'anatomie. Voilà où on en est quand même. Hein. C'est un beau pays apaisé. Le quinquennat a commencé quand même. Le mec a fait la fête tout seul devant la pyramide du Louvre. Ouh, ils étaient 12 avec des pop-corn à faire. Il a gagné. Il finit. C'est le chaos total. Hein. Et c'était lui ou le chaos. Bon, on a eu les deux. Hein. C'était un prix de groupe. En plus, à la fin, cerise sur le gâteau, on ne sait pas si Brigitte, c'est Jean-Michel. C'est super, je trouve ça génial. C'est un quinquennat absolument psychédélique. C'est dommage qu'il y ait eu autant de morts et de blessés. Hein. Franchement, on aurait pu éviter tout ça. Hein. Donc attention à ce que vous votez hein, en avril. Je sais bien, il y en a plein qui ne veulent pas voter, tout ça, machin. Mais quand même, hein, tu te dis, alors quel est le clown qui va nous faire chier pendant 5 ans? Attention, hein, attention, top chrono. Oh là! Oh, qu'est-ce qui sort du chapeau? Oh, oh, bonjour les enfants! C'est Justine Trudeau! Ah non, pas lui, non, non, pas loin. Ah, on a eu chaud. Hein. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai fait un sondage exclusif sur mon compte Twitter demandant aux tweetos. Alors c'est un sondage, ça vaut ce que ça vaut. Hein, c'est à peu près comme les sondages de l'IFOP. Si jamais Emmanuel Macron se retrouve au second tour face à un tabouret. Pour qui voterez-vous? Eh bien, vous avez été 23 912 votants. Il reste encore 10 heures pour voter. Hein. Vous pouvez absolument voter. Je vous mets le lien, attendez, ici. Et les résultats sont étonnants. Vous êtes 88,4% des Français préfèrent voter un tabouret face à Emmanuel Macron au second tour. Voilà, c'est juste un petit sondage incitatif. N'hésitez pas à y aller, à remettre une couche. Parce que dans les autres sondages, visiblement, face au tabouret, il ferait 26% Macron. Donc c'est étonnant. Là, quand même, le tabouret est vraiment... c'est un score digne de Ceausescu. Hein, c'est incroyable. Donc je suis à 2 doigts de lancer la candidature du tabouret pour 2022, avec un parti bien sûr, hein, avec un programme hein, sur la base de 4 piliers, c'est un tabouret 4 pieds. Enfin voilà, mais quand même 88,4% a préféré un tabouret à Emmanuel Macron. Et alors attention, hein, les autres pourcentages, non, c'est 9,6% qui s'abstiennent et 2% qui votent Macron quand même. Vous êtes 2% à préférer Macron à un tabouret. Merci les Français, merci pour ce sondage. C'est quand même... Alors, le tabouret n'a pas encore les 500 signatures. Hein. Il n'y a aucun parti qui est en train d'essayer de jouer comme pour Zemmour, à lui filer des signatures comme les Républicains qui essayent de pousser la candidature de Zemmour pour flinguer Marine. Mais en tout cas, si jamais, imaginez, hein, vous aviez... parce qu'on peut tout imaginer, hein, après tout, on a eu Macron président, on pourrait bien avoir un tabouret. Et les gens se disent, au moins... on sait ce qu'on a. Hein. Voilà, tu le poses à l'Élysée. Puis regarde, là, par exemple, tu vois, les cahiers de doléances des Gilets jaunes, peut-être qu'on les aurait sortis, on aurait peut-être pu les lire, voir ce qu'il y avait dedans, peut-être faire des référendums d'initiative citoyenne, revoir de fond en comble la démocratie, créer une constituante, enfin bref, faire un peu des choses bien, quoi. Hein, plutôt que de dire, tiens, je vais privatiser un peu tout et filer du fric aux gens qui m'ont financé ma campagne. En plus, la campagne du tabouret, elle coûte pas cher. Hein. Tu le trimbales comme ça, tu prends le train, tu le poses dans une salle de meeting, il dit rien.
pas d'effet de lumière, que dalle. Pas de tract, pas de prospectus. Non, non, c'est simple. Hein. C'est un truc propre. Un tabouret à traire, ça peut être ça. Ouais, attention, un tabouret à traire. Les Français, on va dire non, je sais, le tabouret, il est là pour nous traire. Attention. Tu diras. Et c'est un tabouret de droite, toi, tabouret de gauche. Hein, non, compliqué, c'est compliqué tout ça. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à ce sondage. C'est édifiant. Voilà. Mais après, non, non, on nous dit qu'il est très haut, que l'astre de ces bois est très très haut et que c'est le meilleur président que la France ait jamais eu. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est à 2% face à un tabouret au second tour. Alors, attendez, je vous spoil pas tout. Ah oui. Anne Hidalgo, qui est en campagne. Alors, vous ne le savez pas, mais elle est en campagne. Hein. Alors, elle ne sait pas si... Alors, il y a un truc qui s'appelle la primaire populaire. Vous allez voir, on va en parler un peu pendant cette revue de presse, où ils disent il y a trop de candidats à gauche, donc il faut s'entretuer. Hein, donc, il faut que tout le monde enlève sa candidature. Donc, Anne Hidalgo, elle est d'accord, mais elle veut quand même pas faire la primaire. Elle dit j'y vais si Yannick Jadot, il y va. Ah ouais, c'est pas sympa parce que Christiane Taubira qui foutait rien jusqu'à décembre, elle s'est dit tiens c'est bientôt Noël, si je faisais un poème. Elle est arrivée pour dire tiens je suis candidate, mais seulement si la primaire me déclare candidate. Attention, je passerai au jeu de la primaire. Sauf que du coup, comme tout le monde se dit ouais c'est gros comme une montagne, hein. Le truc de la primaire populaire c'est que des mecs du PS, de la Roturo, etc. qui ont fait campagne pour... bref, qui essayent de porter comme ça une petite candidature Taubira à l'air de rien. Donc personne ne veut y aller, ni Jadot, ni Mélenchon, ni Hidalgo. Évidemment, alors Hidalgo, elle dit non, l'hôpital doit être le navire amiral de notre système de santé. C'est vrai que le PS, hein, c'est pas eux qu'on fait l'hôpital de flux, c'est pas eux qu'on fait beaucoup d'erreurs en termes de santé publique. C'est vrai que c'est compliqué. En fait, je crois que ils n'ont pas compris que le PS, quand tu te pointes avec une étiquette PS, c'est très 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 difficile de te faire élire, hein, ou de te faire respecter. Hein, ça devient compliqué. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Anne Hidalgo? Pas grand-chose. Hein. Christiane Taubira a annoncé hier qu'elle acceptait d'être candidate à la primaire populaire. Et vous? La position de Christiane Taubira ne fait que renforcer ma position. Il faut une primaire de tous les candidats de la gauche souhaitant gouverner ensemble. Je le répète, si Jadot accepte d'aller à la primaire et de soutenir celle ou celui qui sortira vainqueur, je le ferai également, comme je l'ai indiqué depuis le 8 décembre. Du reste, toute candidature qui viendrait s'ajouter aux autres n'a aucun intérêt. Christiane Taubira a déclaré qu'elle ne serait pas une candidate de plus. Bon, alors en gros, ils auraient dû faire une primaire au PS en fait. C'est ça qui a manqué, quoi. Donc ça va être compliqué. Puis bon, après, elle déroule ses réformes pour l'hôpital, 25 000 infirmières aides-soignantes en plus, 1250 sages-femmes, 5 000 logisticiens, former 15 000 médecins supplémentaires par an contre 8 000 aujourd'hui, déployer des médecins, rouvrir des hôpitaux de proximité, tout ça, bien sûr, sans augmenter les impôts. Bon, voilà. Et puis, alors, la question qui fâche, les sondages vous créditent de 3 à 5% d'intention de vote. Pourrez-vous mettre en œuvre ces propositions ? Hein? Mes convictions ne bougent pas en fonction des études d'opinion. Ma mobilisation non plus. J'ai envie de dire à tous les candidats qui ne savent plus quoi répondre face au sondage, voilà, il y a ce sondage qui porte un tabouret à 88% devant Macron au second tour, donc soyez rassurés, vous pouvez y aller, vous pourriez peut-être même battre le tabouret, je testerai d'autres candidats face au tabouret, on aura peut-être des surprises. En tout cas, voilà, merci Anne, c'est sympa de faire campagne. Et puis, regardez, ça c'est peut-être le masque du futur. Alors, c'est pas Bane hein, dans Batman, c'est pas un méchant de Batman, et c'est pas Gabriel Attal au fond, là, un peu flou. Moi, j'ai dit, oh putain, on dirait Gabriel Attal avec un masque. Non, c'est un masque. Alors non, ça, c'est une start-up française qui était au CES, vous savez, ce grand rendez-vous des start-up qui a lieu à Los Angeles, à Las Vegas, pardon, le Consumer Electronic Show. Alors, cette année, c'était pas vraiment, tout le monde était là, il y avait beaucoup de choses à distance, il y avait beaucoup de produits qui n'étaient pas là, c'était un peu triste, un peu moche, mais on a quand même le masque tueur de Covid, Cocorico, imaginé par une start-up lyonnaise qui s'appelle Erxom. Et donc voilà, ça c'est donc ce petit masque. Alors vous voyez, si tu le mets normalement, c'est un masque avec une coque en silicone et en plastique qui protège contre la pollution, les bactéries
et le virus, y compris l'Omicron, le SARS-CoV-2, le virus de la gastro, tous les virus, tout, en mode passif. Il filtre simplement comme un masque FFP2, mais une fois connecté à une batterie portable, il détruit activement les agents pathogènes et filtre les particules et la pollution, avec des résultats de l'ordre de 99% des virus détruits. Voilà, donc ça c'est des tests de l'INSERM qui ont été faits. C'est formidable. Le masque est étanche, donc aucun problème de buée. Ça c'est top. Ça c'est la grosse avancée, je crois. C'est parce que le côté, bon, le côté coque en silicone sur la gueule, bon, pourquoi pas, mais pas de buée, ça très bien. Alors la production va débuter en mars, quand tout sera fini, on espère, parce qu'on se dit qu'avec Omicron, ça y est, on va dire que c'est un rhume, on va passer à autre chose. Non, faut pas déconner, non, il y a encore du fric à se faire, attendez. Puis c'est dangereux, on sait jamais. Maintenant qu'il y a le Deltacron, vous avez vu ça? Oui, parce que le Delta et l'Omicron ont fait des enfants, alors ils ont fait le Deltacron. On ne sait pas ce que c'est, mais du coup, on se dit comme ça, et on sait que Pfizer va nous vendre 3 doses de plus pour la suite, quoi, pour l'abonnement pluriannuel. Et alors, le prix de ce masque, vous me dites non, mais j'en veux un, mais moi aussi, j'en veux un, mais oui, bien sûr. Alors, c'est 300 balles. Alors tu dis 300 balles, c'est un peu cher le masque quand même, c'est un peu cher, c'est un peu du foutage de gueule pour un truc en plastique. Ah non, lui il t'explique que 300 balles le masque, c'est le prix d'un masque jetable changé toutes les 4 heures pendant 3 ans. Bon alors je connais personne qui change son masque toutes les 4 heures. Généralement, les gens ont leur masque dans la poche pendant une semaine, un mois, voire plus. Voilà, vous avez vu Valérie Pécresse aussi qui a mis son FFP2 à l'envers. C'est pas le roi d'Agobert, c'est Valérie Pécresse, donc qui a donné raison à Sibeth Ndiaye quand elle disait non mais les masques ça sert à rien puis c'est trop difficile à mettre. Et oui, Sibeth avait raison. Si un jour on m'aurait dit ça quand même, et donc t'as quand même la candidate à la présidentielle d'un grand parti de droite, les Républicains, qui donc s'affiche en disant moi je respecte bien les règles, moi je veux bien le pass vaccinal, j'ai bien mis mon masque. Et non, tu l'as mis à l'envers, Valérie, c'est nul. Et tout le monde l'a vu, et tout le monde a dit ouh, elle a mis son masque à l'envers. Quelle bande de clowns, je vous jure. Non mais franchement, c'est pour ça qu'ici il vaut mieux en rire. Voilà, le matin on se dit c'est rafraîchissant, ça fait du bien. On peut pas prendre ça au sérieux, parce qu'en fait les mecs ils mettent le masque pour la photo, généralement après ils l'ont pas. C'est Jean Castex qui est très pro de ça. Lui il est en Pro League, tu vois, t'as Novak Djokovic, puis t'as Jean Castex en termes de Covid League. Le mec arrive, c'est un cluster à lui tout seul, quoi. Puis après il prend la photo où il va parler devant une caméra, il va mettre son masque, on sait jamais, mais sinon c'est vraiment le son n'est pas assez haut, excusez-moi. Voilà, normalement ça devrait aller là. C'est moi qui parle pas fort ce matin parce que je voudrais pas déranger les voisins. Non, le son est ok, voyez, tout va bien. Il y a le bon et le mauvais citoyen, il y a le bon et le mauvais masque. Alors attention les FFP2, la petite barre en fer se met là au niveau du nez et pas au niveau du menton comme Valérie Pécresse, sauf si vous voulez le porter à la Pécresse, ce qui donne un petit style, ou qui peut montrer que vous êtes aussi un sympathisant LR, prêt à voter pour elle. Je porte mon masque à l'envers, je vote LR. Ça, c'est un slogan, ça. Et puis aujourd'hui, on a notre président, le meilleur du monde, qui va à Nice chez son copain Christian Estrosi, qui était pilote de moto, qui est maintenant macroniste à mort, qui lui fait visiter un nouveau commissariat tout propre, parce que les autres sont totalement délabrés, c'est le problème. Et donc Éric Ciotti, qui devrait être là pour l'accueil républicain du président de la République, a dit « J'y vais pas, c'est une basse manœuvre politicienne, Macron est en campagne, je n'y vais pas ». Et vous allez voir, c'est vrai que Macron préfère aller à Nice plutôt qu'aller à Genève pour les pourparlers sur l'Ukraine entre la Russie et les États-Unis. C'est vrai que l'Europe, il est président du Conseil européen pendant quelques mois, il a dit « L'Europe c'est une puissance, on doit faire maintenant peser dans le jeu diplomatique ». Bon, ni von der Leyen ni Macron sont à Genève, ils vont laisser les Russes et les Américains discuter comme à l'ancienne, j'ai envie de dire. Pourquoi s'emmerder, c'est un truc qui marche, donc c'est décoratif tout ça. Voilà, c'est très décoratif. Ouais, on a fait les 1000 aujourd'hui. Merci de nous suivre, merci de vous abonner, merci de partager le lien de ce stream. C'est toujours un plaisir de vous avoir plus nombreux chaque matin. Vous êtes 7417 followers, même maintenant sur ce Twitch, sans compter la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, sur tous nos réseaux. On tape des scores. Pour ça, il va falloir qu'on soit à 1000 tous les jours pendant une semaine. Et Antoine ne fait pas encore les 1000.
pourtant on pousse, hein, on essaye. Mais on va y arriver. En tout cas, cette revue de presse, oui, je vois bien qu'elle vous fait plaisir. Mais il y a de quoi, hein, parce que chaque jour, tu te dis, non, non, je ne peux pas être enfermé dans cette réalité du prisonnier. Eh bien non, c'est une réalité alternative. En fait, c'est un métavers. Un Macron n'existe pas. C'est un truc qui a été inventé. Et puis, alors, la preuve que ça ne marche pas, c'est la vaccination des enfants, ça ne marche pas. Ça coince. Alors, parce que les parents demandent des garanties quand même, hein. Ils se disent, parce que vous avez vu lors d'une revue de presse, je vous avais expliqué que toutes les données qu'on a sur les vaccinations pédiatriques sont parcellaires et de mauvaise qualité. Donc, on n'a pas vraiment de données de retour, sauf que c'est bon, on a réduit la dose, on a mélangé avec des produits, donc ils ne font pas trop de myocardique, les minots. Ça va, on peut les piquer et ils ne vous feront pas une mort subite ou d'un truc comme les footballeurs en ce moment. Donc, ça va, c'est rassurant, mais quand même, la majorité de parents d'enfants de 5-11 ans ne veulent pas les faire vacciner pour l'instant. Et ceux qui veulent, pour des raisons personnelles, parce que soit ils sont fragiles, ils ont des comorbidités, ou voilà, ils pensent que la vaccination est nécessaire, eh bien, ils ne trouvent pas de rendez-vous. C'est un fiasco. Pourtant, on a commandé 1,9 million de doses pédiatriques, hein, 3 fois moins concentrée. Donc ça, c'est bien. Moi, c'est celle que je vais demander. Non, mais je veux bien celle qui est moins concentrée, là, celle que vous filez au minot. Ça fait le même effet, donc c'est bien. Je vais prendre ça. Et donc là, l'idée, c'est il faut élargir, hein. Là, on a du mal à le faire. À la date du 6 janvier, 90 000 enfants, soit 1,5% de la tranche d'âge concernée, avaient reçu une injection. C'est que même lorsqu'on est motivé, on n'obtient pas de créneau. Et puis, il n'y aura pas de créneau avant le 25 janvier. Alors, je pense que du coup, l'épidémiologiste en chef, hein, qui nous maltraite va nous dire je vais mettre le passe vaccinal dès 5 ans. C'était dès 12 ans. Ils ont mis non quand même 16 ans. Et là, ils se disent, non mais tu vois, du coup, hein, on n'a pas été assez radical. Je pense qu'il faudrait mettre le pass vaccinal dès 5 ans. Ça me paraît être une bonne idée. Voilà. Avec des témoignages, ses parents en pleine galère. Vendredi matin, devant l'école Jean Jaurès de Sartrouville, dans les Yvelines. Laurence, 37 ans, accompagne ses 2 enfants de 6 et 7 ans, masque sur le nez. Elle a réussi à leur trouver un rendez-vous pour se faire vacciner à une dizaine de kilomètres à Saint-Germain-en-Laye. Mais ça n'a pas été simple. La Sartrouvilloise était pressée, elle qui peine à se remettre d'un Covid long. Ancienne sportive, elle ne peut plus se passer de sa ventoline et tentait de trouver un créneau pour ses enfants depuis le 22 décembre. Ils étaient sur la liste d'attente de mon médecin traitant, mais il y avait 10 enfants avant nous. Devant l'absence de réponse de son généraliste, elle tente en vain tout d'abord de passer par Doctolib. Vous allez voir Doctolib, grand gagnant avec tous anti-Covid, hein, de cette numérisation de la santé publique. Il n'y avait jamais de créneau disponible. En plus, le site buguait, pire que le CIDEP. Donc elle a dû se connecter entre minuit et 1h pour y arriver. Donc voilà, c'est la croix et la bannière pour la vaccination. Et puis, voilà, les chiffres, hein, Institut national de la santé, INSERM, 2 tiers des parents sont défavorables à la vaccination. Hein, la majorité des parents ne souhaitent pas vacciner leurs enfants, et on les comprend. Mais c'est sans compter sur l'information. Et par exemple, là, on nous dit qu'il y a environ 300 enfants de moins de 10 ans actuellement hospitalisés en France. Alors, est-ce que c'est le Covid ? Potentiellement, la bronchiolite. Je ne sais pas. Est-ce que c'est hospitalisé avec Covid ou par le Covid ? Tout ça, on ne sait pas. C'est des façons de présenter les chiffres. Et voilà. Et puis, on a des données sur des millions d'enfants vaccinés en Israël et aux États-Unis. Les effets indésirables sont encore plus faibles que chez les adolescents et les adultes. Et les mecs sont contents. Ils disent, ouais, quand même, on a fait des effets indésirables moins que chez les autres, dont on ne parle pas. Hein, parce que ce qui est génial, c'est que pour les adolescents et les adultes, on n'en parle jamais des effets indésirables, hein, ou des victimes. Il n'y en a pas. C'est circulé, il n'y a rien à voir. Là, les enfants, quand même, il y a une petite fierté de se dire, ouais, là, on a fait un truc qui, quand même, ça déconne moins que pour les autres. Hein. Bon, voilà. La priorité doit rester de vacciner les adultes, hein, quand même. Voilà, nous dit Monsieur Fischer, Alain Fischer, en disant qu'il comprend également la réticence des parents, mais ça ne saurait durer quelques mois. Et puis, vous verrez qu'à la rentrée, une dernière dose sera obligatoire, peut-être pour entrer à l'école. Enfin bref, c'est assez formidable ce qui se passe sur cette vaccination.
Oui, non, mais il faut voir que, enfin, aujourd'hui, c'est la bronchiolite qui fait peur aux urgentistes. Carrément. Euh, alors, ouais, sur les chiffres, on va pas en parler parce que c'est une vaste blague. Par contre, ça c'est marrant, la vitamine D revient. Hein, c'est pourtant dans le Parisien, c'est étonnant. Hein. Alors la vitamine D, une arme efficace contre les maladies. Vous savez que dès le début, les médecins préconisaient pour les malades de plus de 60 ans atteints du Covid de les gaver de vitamine D parce que c'est prouvé. Ça aide à prévenir des infections saisonnière. Alors avant le Covid déjà, la vitamine D permettait de faire face aux carences en vitamine D puisqu'on n'a pas beaucoup de soleil dans nos contrées. Donc ça permettait justement d'avoir une arme efficace contre tout virus et toute maladie. Et il y a beaucoup d'études qui disent que ce complément alimentaire qui coûte rien du tout fonctionne, notamment chez les plus de 50 ans. Alors on a préféré quand même essayer un truc à l'ARN parce que voilà, c'était beaucoup plus sûr que la vitamine D. Et là, le soleil protégerait aussi des formes graves. Une nouvelle recherche vient de révéler qu'un niveau important de rayonnement solaire protégerait contre les formes graves du Covid. Et oui, il y en a, si vous cherchez des études, il y en a plein qui disent que oui, il y a plein de traitements qui fonctionnent. Quand on vous dit il n'y a pas de traitement, si, c'est juste qu'il n'y a pas eu de double aveugle, il n'y a pas de labo qui a dit tiens, je mets un billet là-dessus. Ah bah non, le médicament il coûte rien, il est déjà public. Non, je laisse tomber. Et pourtant, il y a des solutions simples. Donc voilà, respecter les doses bien sûr recommandées et n'empêche, les études se suivent et se ressemblent. La vitamine D, oui, c'est utile et ça fait pas de mal de toute façon d'en prendre, même si Karine Lacombe, je crois que c'était elle, disait surtout pas malheureux, ça peut faire très très mal d'en prendre. Bien sûr, et l'huile de foie de morue dans les années 50. Maintenant, non, vous trouvez des petits flacons qui n'ont aucun goût et c'est très facile de les prendre. Ensuite, on passe à l'IB. Alors c'est sûr, bon, c'est pas comme si hier Mélenchon avait déroulé son programme à une heure de grande écoute sur une radio, je ne sais plus laquelle, télé, expliquant tout ce qu'il voulait faire, le SMIC, la retraite à 60 ans, la constituante. Non, l'IB fait la couverture avec Christiane Taubira. L'IB, c'est tout sauf Mélenchon. C'est un peu ça l'angle d'attaque de ce journal de gauche. Et donc là, le coup de poker de Christiane Taubira. Alors ça fout un peu les boules parce que tu dis c'est quand même une élection présidentielle, Christiane. On joue pas au poker, hein? C'est pas comme ça que... Parce que elle est sympa, Christiane. Alors, elle a un capital sympathie énorme, c'est sûr. Elle récite des poèmes, elle écrit des tribunes, tu comprends un mot sur deux. Elle avance comme ça. Et puis, elle était ministre de la Justice de François Hollande. Elle a donc accompagné la loi travail, etc. Et puis, si tu regardes sa critique acide et acerbe du gouvernement, des gouvernements successifs Macron, il n'y en a pas. C'est un peu compliqué. Et donc elle y va en disant j'y vais pas pour ajouter de la confusion, j'y vais si la primaire populaire veut de moi. Donc il va falloir voter à cette primaire populaire, sauf que personne n'en veut à gauche de cette primaire populaire, sauf les partisans de Christiane Taubira. Alors ça commence à se voir, mais ils disent non, surtout pas, c'est pas du tout ça. C'était vrai au début, quand on a lancé la primaire populaire, il y avait que des gens qui étaient pour Christiane Taubira. Maintenant qu'il y a plus d'inscrits, c'est plus du tout le cas, c'est plus compliqué. Alors, ce que dit Yannick Jadot de cette primaire populaire, c'était sur France Inter dimanche. Lui, Yannick Jadot, a comparé le rêve d'union de ce segment politique au temple solaire. On est dans une dépression absolue. Il y a une sorte de déprime organisée qui consiste à répéter « on va perdre, mettons-nous ensemble, renfermons-nous ensemble, tenons-nous la main ensemble pour mourir ensemble ». La fin du monde ou la fin de cette gauche. C'est un constat assez lucide de Yannick Jadot. C'est pas parce qu'effectivement on va unir les candidats de la gauche derrière une candidature qui pourrait dépasser dans les sondages Mélenchon, qui est le plus haut à gauche aujourd'hui, que ça fonctionnerait. Tout le monde y va pour perdre en fait et calcule de manière très politicienne combien de sièges de députés ils pourraient avoir à l'issue de la rouste qu'ils vont prendre à l'élection présidentielle. C'est assez cynique, c'est très politique, ça évidemment donne pas envie d'y aller. Du coup, je tiens la parole de Jadot pour assez sincère.
Et ça résume très bien en fait cette idée de dire mais pourquoi vouloir se rétrécir à ce point-là? Ça sert à rien en fait. À droite, ils vont très bien, hein. Ils ont Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron. Ils ont 4 candidats à droite. Ils n'ont pas dit il faudrait qu'on s'unisse tous derrière Macron, tout ça là. Non, non, ils y vont. Alors ils cherchent les 500 signatures, ils ont la niaque, ils y vont. À gauche, ces gens, ils ont les 500 signatures, hein. Que ce soit LV ou Hidalgo, je pense que ça va, il n'y a pas de problème. Mais ils se disent, je vais tellement faire un score minable, je vais tellement avoir honte, ça va coûter tellement cher, je vais tellement pas être remboursé, j'y vais pas, quoi. Le plus beau, c'était la remontada d'Arnaud Montebourg, qui a duré un mois. Ouais, moi la France, je la prends, je la retourne, je la remonte. Oui, alors il faudrait évidemment qu'on s'unisse autour d'une candidature pour... Bah ouais, bah oui, bah Arnaud, t'as pas de parti, t'as pas d'argent, enfin... Et Christiane Taubira, c'est un peu ça, hein, pas de parti, pas d'argent, pas de programme. Mais voilà, hein, le côté, tiens, si j'y allais, tiens, hein, qu'est-ce que j'ai fait de toutes ces années-là? C'est pas sérieux. On est à 3 mois de l'élection, les gars, faut arrêter les délires, hein. Il y en a qui bossent depuis longtemps, hein. Il y en a qui ont fait leur primaire, les écolos. Il y a l'Union populaire, qui a une assemblée populaire, qui a un programme, qui fait plein de meetings. Si vous êtes sérieux, voilà, vous lisez les programmes et puis vous regardez où ça se passe. Après tout le reste, hein, voilà, c'est le côté. Ça peut être Taubira, ça peut ne pas être Taubira. Ça, c'est le responsable de la primaire populaire, hein, qui explique que ouais, oui, c'est vrai que bon, bah là, il y a beaucoup d'inscrits, mais ça pourrait ne pas être elle. Alors en même temps, c'est un peu tard, c'est vrai, pour faire la primaire. Certains partisans de la primaire se disent, il aurait fallu la faire en novembre, entre autres. La faire là en janvier, non, c'est pas sérieux les enfants, hein. On va passer à autre chose, voilà, hein. Et on va peut-être faire une campagne avec des thèmes de gauche, hein, bien ancrés, avec une chance infime d'être au second tour peut-être. Qui sait, hein, un truc, voilà, le trou de souris, le fameux trou de souris. Enfin bref, c'est assez drôle de voir l'état de la gauche. Mais en gros, ouais, il aurait fallu faire une primaire en fait, du PS, tout simplement. Euh, Oui, bah, c'est une volonté. Bah, enfin, regardez, il y a un précédent, c'était la campagne de Benoît Hamon. Il y avait la primaire du PS. Dès que Benoît Hamon sort de la primaire, t'as Valls qui trahit sa parole, comme toujours. T'as De Rugy qui part chez Macron direct. Tous les mecs sortent les couteaux et ils font vas-y, Benoît, vas-y, tiens, mets-lui dans le genou, toi, ouais, mets-lui dans le dos, vas-y, c'est bien, c'est bien. Vas-y, perds bien pour nous. Tu peux pas faire confiance. Ça. Et puis à la candidate de droite, hein, Valérie Pécresse. Souhaitez-vous que Valérie Pécresse soit la prochaine présidente de la République française? Alors oui, tout à fait, vous êtes 6%, oui plutôt 16%, et alors non pas du tout 35%, et non plutôt pas 24%, donc majoritairement pas trop, hein, avec des non-réponses à 19%, donc on voit bien que si je teste Valérie Pécresse face au tabouret, je pense que le tabouret peut faire un bon 78%. À voir, mais en tout cas, c'est pas des scores de ouf, hein. Puis alors le masque à l'envers, le Karcher de Sarkozy. Tiens, je vais descendre à la cave chercher le Karcher de Nicolas Sarkozy. Bah pourquoi? Bah parce que j'ai pas d'idée, tiens. Je vais faire une campagne avec les idées qu'on avait en 2012. Ah, c'est génial, ouais. Oui, puis je vais dire que je suis pas Macron, hein. C'est pas parce que j'ai les cheveux longs que je suis Macron, pas Macron. Nanani. Compliqué, hein, compliqué. Et puis Libé aussi qui parle de la galère des parents d'élèves pour le Covid avec le protocole Blanquer, hein, qui est bon à mettre à la poubelle, comme d'ailleurs ce ministre, hein, qui aurait dû démissionner il y a 2 ans mais qui est toujours là. Tous les jours, tu as un Blanquer démission qui est en trending tweet, quoi. C'est tous les jours. Blanquer démission. Le mec, il s'en fout, il est toujours là. Ce week-end, bon, pendant que tout le monde manifestait contre le pass vaccinal, lui faisait un colloque sur le wokisme dans l'éducation. Bah voyons. Pardon, j'ai dit, mais c'est vrai que ce bah voyons, bah après tout, bah oui, pourquoi pas, hein, en fait. Et très content de lui, hein. Beau colloque à la Sorbonne pour dire, oui, les islamo-gauchistes, c'est vraiment le danger de la République. Bon, il y a les non-vaccinés aussi, mais globalement, c'est les islamo-gauchistes, hein, c'est des gros salopards. Et voilà, et donc là, les parents d'élèves ont dit, on arrête. Non, non, vous voyez ces petites désobéissances, hein, le fait que bah, c'est pas tenable, vos mesures débiles, donc on va pas les faire, en fait.
Voilà, donc il va changer le protocole, il va se rattraper aux branches. Alors ils ont prévu une appli pour remplacer les profs absents, pour trouver où aller chercher des profs. Son idée d'aller chercher des retraités pour les mettre face à élèves, sachant que c'était un public potentiellement à risque du Covid, il s'est dit c'est peut-être pas une bonne idée, sauf pour éventuellement qu'on paye moins de retraite, mais pourquoi pas. Mais Jean-Mi, il est malin, Jean-Mi, il calcule. Hein. Donc voilà, donc le ras-le-bol des parents d'élèves, et on les comprend. Si vous avez des enfants qui sont à l'école, c'est scandaleux, parce qu'il faut les tester tous les jours, tu sais jamais, il y a 25 cas contacts dans la classe, tu sais pas d'où il vient, bref. C'est complètement pété comme l'ensemble de l'œuvre de la Macronie. Et puis cette tribune contre le pass vaccinal de Barbara Stiegler, je vous en parlais, elle est importante, elle est très bien faite, je vous invite à la lire. Si vous n'avez qu'une chose à lire aujourd'hui, c'est évidemment cette très belle tribune, où tout simplement elle explique pourquoi le pass sanitaire, devenu vaccinal, renforce l'idéologie hégémonique qui consiste à faire du néo-management néolibéral l'alpha et l'oméga de toutes les décisions de politique publique. C'est scandaleux. Alors elle explique tout simplement parce que ce modèle qui est en crise retombe sur ses pattes avec tout simplement ce pass vaccinal, puisqu'il conjugue la poursuite de la destruction des services publics de santé, d'éducation et de recherche par l'austérité et la gestion managériale des personnels, parce que le solutionnisme technologique avec son mantra de l'innovation qui sert le capitalisme financiarisé du Big Pharma et le virage numérique prôné par le Great Reset de Davos est là aussi, avec le e-commerce, vous allez voir la plateforme Doctolib qui est en roue libre. Et puis, troisièmement, parce que la remise en cause de notre contrat social continue avec, de toute façon, la mise au ban de millions d'individus insultés par le président de la République, déchus de leur citoyenneté, non vaccinés, bientôt les autres citoyens non observants ou jugés non méritants, en déclarant fièrement avoir envie d'emmerder jusqu'à les faire plier tous ceux qu'il ne peut pas lui-même mettre en prison. C'est ce qu'il dit dans son interview au Parisien, Macron. Macron défend une conception de la politique telle qu'on peut la trouver chez le juriste allemand Carl Schmitt, celle fondée sur la partition ami-ennemi, avec d'un côté le chef de guerre et sa meute, le nous, et de l'autre les ennemis de l'intérieur, eux, qu'il s'agit de réduire, c'est-à-dire de soumettre ou d'annihiler. Invoquer la santé et la protection de l'hôpital public pour imposer cette vision effarante de la politique aura été l'une des opérations les plus perverses de ce quinquennat. Et pourtant, il y en a eu. Espérons que cela aura la vertu de réveiller tous les citoyens de ce pays, qu'ils soient vaccinés ou non, inquiets ou confiants devant cette innovation, mais qui restent attachés à une conception républicaine et démocratique de notre communauté politique. Voilà, c'est ce qu'on est ici. C'est ce que j'essaye de défendre tant bien que mal aussi. Malheureusement, on a des élites qui ont failli dans leur rôle de gardien des institutions républicaines et démocratiques et qui continuent, puisque le Sénat va étudier le texte, mais vous avez Bruno Retailleau qui dit que la droite votera majoritairement ce texte avec quelques amendements à la marge, alors que le pass vaccinal devrait être purement et simplement être mis à la poubelle. Heureusement, il y a un sénateur LR qui porte un amendement pour le faire. Donc, vous voyez, ils ne sont pas tous unis derrière Valérie, mais globalement, on est bien tout seul. Et on a un président totalement indigne et incapable d'exercer sa fonction, puisque ce qu'il dit est dangereux et porte en lui les germes de la guerre civile. Le Figaro, hop. Alors le Figaro, c'est bien parce qu'ils font leur une sur un vrai truc. C'est quand même Poutine-Biden, comment éviter la guerre en Ukraine. Les Russes ne veulent pas faire la guerre, mais ils veulent simplement que l'OTAN reste chez lui et arrête d'essayer d'élargir le territoire otanesque, de continuer d'orienter des missiles en direction de la Russie. Et donc, ça fait des mois que les Russes envoient des signaux très clairs en disant on veut pas la guerre, mais arrêtez de la vouloir aussi, parce que franchement, c'est pas sympa. Donc à Genève, les grands se réunissent pour discuter de choses de grands, et Emmanuel Macron va à Nice avec Christian Estrosi pour inaugurer un commissariat, et Ursula von der Leyen, je sais pas. De toute façon, faut demander à Joe, c'est Joe qui s'occupe de la politique européenne.
en matière de défense, c'est l'OTAN, évidemment. Donc voilà, c'est encore une fois la preuve de l'inanité du projet de l'Union européenne, projet politique, diplomatique inexistant, au point mort, puisque là, on est quand même face à face très tendu. Il faut voir que Washington a quitté l'Afghanistan. Les États-Unis ne peuvent pas vivre sans une bonne guerre très très loin de chez eux. Donc ils se sont dit, où est-ce qu'on pourrait faire la guerre? En Chine? Non, trop dangereux, trop risqué. Corée du Nord, pareil. Tiens, Ukraine. Ah ouais, on avait sous-évalué le potentiel de faire chier à la fois les Européens, les Russes, ça coûte moins cher. Tiens, allez, l'Ukraine, bam. Et les Russes sont très conscients de ça, donc ils ont dit, non, non, on va se calmer tout de suite, hein, je vous le dis. Donc ils savent très bien qu'il y a derrière, bien sûr, une solution diplomatique, mais pour ça, il faut montrer qu'on peut exploser des satellites très très haut dans le ciel. C'est assez phénoménal. Et puis les Européens, bien, ils sont là, outils très loin en fait, hein, très loin du compte, comme je le disais, puisque aucun leader européen n'est présent, et puis puisque finalement, tout le monde s'en fout. Laissons faire les Russes et les Américains, comme d'habitude. Et puis, cette nouvelle assez incroyable, face à l'insécurité, de plus en plus de Français s'arment. Et vous allez voir, les chiffres sont impressionnants. Il s'agit quand même de 12 millions d'armes à feu aux mains de civils en France. La France est un des pays les plus armés de l'Union européenne. Elle compte la plus grande population de chasseurs, 1,2 million d'actifs, 4 millions possédant un permis. Même si cette population a tendance à décroître, et elle a diminué de moitié depuis 1976, les tireurs sportifs, eux, sont 228 221 licenciés. Il y a eu une augmentation après les attentats de 2015. Les gens se sont armés de peur pour se défendre, enfin, en disant pourquoi nous, voilà, on est comme ça. Donc, avant la réglementation de 95, il se vendait 300 000 armes par an en France. Aujourd'hui, on est tombé à moins de 80 000. Il y en a quand même 12 millions qui se trimballent. C'est assez énorme. Donc, il y a eu des projets de recherche qui ont établi à 12 millions les armes en circulation en France. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes en état de marche, utilisables ou utilisées. On est donc à la 24e place mondiale en ratio d'armement, avec 19,6 armes pour 100 habitants. Voilà. Alors, stop à l'oplophobie. Qu'est-ce que c'est que l'oplophobie ? Eh bien, c'est la peur des armes, des citoyens armés. Ça, c'est les militants de l'Association pour le rétablissement du port d'armes citoyen, l'ARPAC. Alors eux, donc la peur irrationnelle, hein, l'oplophobie, peur irrationnelle ressentie par certaines personnes à la simple évocation d'une arme, ou à la personne normale se méfie de celui qui porte l'arme. Et donc, voilà, c'est un militantisme nouveau du réarmement de la société civile. Est-ce que ça va être le Far West ? Mais comment appelez-vous un pays où on peut se faire poignarder pour une place de parking ou un mauvais regard, hein, ou une jupe un peu courte ? Est-ce que c'est pas ça le Far West ? Donc, attention à la tentation de vouloir se faire justice. On a vu certains survivalistes tirer sur des gendarmes il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un peu la peur de la citadelle assiégée, mais on voit bien qu'il y a un mouvement de fond quand même, hein, de peur, d'insécurité. Et quand même, c'est pas rien, hein, 19 armes pour 100 habitants, c'est pas, bon, c'est pas le Texas, mais bon, c'est voilà. Donc, c'était une nouvelle assez étonnante. Je ne m'attendais pas à ça, mais voilà, les Français s'arment de plus en plus. Alors qu'il y a de moins en moins de chasseurs. Et puis, les violences contre les élus ont explosé. Ah, et ça. Alors, vous avez vu cette vidéo, peut-être du député marcheur, je ne sais plus dans quel, Saint-Pierre-et-Miquelon, merci, on me souffle à l'oreillette, qui se fait envoyer des mottes de terre à la figure. Alors, il faut savoir que ce qu'on ne voit pas dans la vidéo, c'est qu'il a provoqué les manifestants avec sa femme en les insultant. Que les manifestants donc ont répondu, et après tu vois, viens me chercher. Derrière, évidemment, la ministre des Outre-mer dit non, c'est scandaleux, écoutez, il faut que le préfet agisse contre toutes ces violences. Mais le problème, la violence, elle est condamnable, toujours. C'est jamais une solution, et c'est toujours une solution qui dérape. Le problème, c'est qu'on a affaire à un gouvernement violent, à un président violent, insultant même. Et que, évidemment,
qu'une des stratégies d'Emmanuel Macron, c'est de vous rendre fou, de vous pousser à bout pour que vous soyez à ce moment de craquage où vous utilisez la violence comme principe de défense. C'est un piège. Il ne faut absolument pas tomber là-dedans. Il faut répondre à la violence institutionnelle, à cette violence des lois indignes qui nous tombent dessus, à la violence des députés marcheurs qui veulent du sang sur les murs. Il faut voir la mentalité de petite frappe que certains peuvent avoir par la dignité, par simplement ne pas être ceux-là, ne pas être ceux qui vont être les violents, parce que c'est tout ce qu'attendent les violents qui sont au pouvoir, de dire que vous qui êtes à bout, qui avez la rage, qui êtes passé à l'acte parce que ils vous ont rendu hors de vous, c'est vous les responsables, c'est vous les dangers pour la démocratie. Non, 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 restez dignes, ne répondez pas à la violence par la violence, surtout pas. Alors on va dire, ah oui, on va pas y arriver, il faut des fourches, mec. Mais il n'y aura jamais 6 millions de Français avec des fourches et des tracteurs qui vont aller sur l'Elysée, il ne faut pas rêver, c'est fini ce temps-là. Puis imagine la prise de la Bastille avec BFM et LCI. Mais attends, mais que se passe-t-il? Mais qui sont ces insurgés? Veulent-ils renverser la royauté? Attention, des séditieux sont aux commandes, avec directement le ministre du roi qui arrive. Oui, alors effectivement, nous avons envoyé la troupe suisse. Non mais ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas marché. Donc il faut trouver d'autres moyens d'action. Alors il y a le vote, on est en démocratie, donc il y a le débat, il y a le vote, c'est des choses, ah ouais, on nous dit oui ça marche pas parce que c'est tous les mêmes. Quand même pas, quand je vous parlais tout à l'heure de qui va sortir du chapeau, on voit que ça peut quand même changer la donne en fonction de qui sort du chapeau. Donc il y a ça. Et puis il y a le principe évidemment de vivre sa petite vie, de créer des sociétés de la solidarité en dehors du champ de la compétition et de la maltraitance. Ça c'est possible aussi, ça demande un peu d'effort. Mais clairement, tout ce qu'ils attendent, quand je dis ils, c'est ce gouvernement de la maltraitance de vous, c'est que vous deveniez violent pour vous traiter de séditieux, exactement comme lors des Gilets jaunes. Et vous avez vu ensuite la violence d'État qui s'est abattue sur les manifestants, dont la plupart qui ont été blessés étaient pacifistes, n'étaient pas ceux qui allaient brûler les poubelles ou faire des trucs sur les vitrines. Donc voilà. C'est une vraie manœuvre. Ne tombez pas là-dedans. Parce que c'est forcément ça qui va en sortir. C'est attention, il faut protéger les élus. Et oui, leur personne est sacrée, comme le disait Jean-Luc Mélenchon, la République, c'est eux, qu'on le veuille ou non, malheureusement. Donc ce qu'il faut, c'est mettre des députés représentatifs à l'Assemblée nationale. Voilà, arrêtez de... Ou alors on met un tabouret et puis on met une assemblée de chaises. Ça peut être aussi pratique. Et puis nous, après, on fait nos trucs tranquilles à la maison. Ce qui peut être bien, c'était l'anniversaire de la mort de Louise Michel hier. Voilà, l'anarchie politique, c'est une utopie qu'on peut tenir. Il faut juste être nombreux. Et oui, et l'État, c'est nous, absolument. Voilà, et stop avec le Léviathan. En tout cas, voilà, c'est inquiétant, effectivement. Mais qu'attendre d'un président violent si ce n'est une montée des radicalités et de la violence? Rien d'autre. Enfin, il est irresponsable, ce président. Il est indigne de sa fonction, en réalité. Mais il est aidé, ça continue. On va montrer que la violence d'un côté et jamais la violence en cravate. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, l'application la plus téléchargée de 2021, c'est l'application aussi la plus pétée, c'est Tous Anti-Covid. Vous vous rappelez comment c'était tout nul au début, et puis Cédrico a dit non, mais on a fait plein d'efforts, vous allez voir. C'est la plus téléchargée. Elle est installée sur 50 millions d'appareils. Quasiment tous les Français l'ont, quoi. C'est un truc de dingue, sauf ceux qui n'ont pas de smartphone. Et Doctolib aussi a fait une percée formidable. Et pourquoi? Parce que c'était la seule façon de trouver des rendez-vous de vaccination, d'avoir son pass, de machin, etc. Donc voilà, très beau succès grâce à une politique publique de l'enfer. Vous avez tous une application toute pétée sur votre téléphone. C'est Tous Anti-Covid. Même moi, je l'ai, c'est vous dire. Parce que je voulais voir comment ça marche, qu'est-ce qu'il y avait dedans et tout. Je supporte pas, je sais pas si vous faites ça, mais moi maintenant j'ai des réactions cutanées d'allergie. Ces petits dessins tout mielleux, tu vois, de petits personnages qui t'expliquent qu'il faut mettre un masque. J'en peux plus en fait, de ces petits dessins infantilisants, partout. On nous prend pour des gamins stupides. Voilà, donc... mais c'est bien, non mais vous, je pense que la plupart des 1200 qui nous regardent ce matin l'ont pas, mais bon... Pour les autres, je ne sais pas. Moi, j'ai pas ni l'un ni l'autre. Bah ouais, bah voilà. Mais évidemment, jamais installé. Moi, j'ai installé pour voir. Voilà. Mais comme je vous dis, c'est réaction cutanée immédiate. Et puis Bruno le Rebond, on va passer aux échos.
titre économique de nanar. La France est compétitive pour les ouvriers, mais pour les ingénieurs, nous sommes complètement largués, nous dit Bruno Le Maire. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut payer plus les ingénieurs, parce que les ouvriers, ça va, ils ont eu assez, ils vont se taire maintenant. Et puis faire aussi des dégrèvements d'impôts, parce qu'on a besoin de talent. La France a besoin de talent, elle a besoin de créativité, elle a besoin de vaccins. C'est vrai que la France, c'est quand même une nation qui n'a pas sorti de vaccins. Et on attend toujours, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, on a un Bruno là qui est déterminé pour aider les entreprises jusqu'au bout, parce que c'est super important, parce que sans ça, on n'y arrivera pas. Et les entreprises résistent plutôt bien à la déferlante Omicron. L'absentéisme lié à la vague des infections et des cas contacts reste contenu dans les entreprises. Et le pic des contaminations n'est pas encore passé dans l'Hexagone. Alors, on reste prudent. Mais grâce à Bruno, tout va bien. Il est rassurant, Bruno. Il sait parler au marché. C'est l'homme qui parle à l'oreille des marchés. Il se démarre bien. Et puis bien sûr les groupes. Alors on va parler, vous allez voir, il y a un grand fonds américain qui s'appelle Millennium qui arrive à Paris, qui va débaucher 100 traders d'un coup. Ça va bien pour eux. À ce moment-là, la fusion-acquisition, la banque assurance, la finance, ça se porte à merveille. Le reste. Et puis alors, si vous aviez encore des doutes, la CFDT, c'est quand même le syndicat qui passe son temps à pas se battre au bon moment et qui après se lamente en disant « On pensait que c'était un bon truc à l'époque, mais en fait non, c'était tout pourri. » Mais à l'époque, tout le monde lui disait « Hé Laurent Berger, c'est tout pourri, tu peux pas voter ça, c'est tout pourri, regarde, c'est plein de trous, là c'est fait pour nous arnaquer. » Et lui fait « Non, mais j'ai confiance dans le patronat, vous savez, il faut avoir confiance dans le dialogue social. » Et là, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, un an après, tu te rends compte que le truc était tout pourri, il n'y a que Laurent qui l'avait pas vu, quelle truffe. Et il te dit « Ah oui, alors le secrétaire général de la CFDT affirme que la mise en place des CSE a appauvri les négociations et les moyens des représentants du personnel. » Mais tout le monde te le disait, Laurent, à l'époque, pourquoi t'as rien fait? Parce que je crois au dialogue social. Et puis comme ça, après, je peux pleurer. Et dire, on a tout fait pour mettre en place un truc super intelligent. Aïe, aïe, aïe. Les temps ont changé. Je crois qu'il est temps de revenir à des syndicats anarchistes, en fait. Des vrais syndicats qui défendent le travailleur. Parce que là, on a des syndicats qui sont un peu perdus dans la social-démocratie en disant, oui, on est bien là, à se parler, à faire des trucs. Et puis après, on se rend compte qu'on s'est fait avoir. Incroyable, Laurent. Enfin, c'est juste la 10e fois que ça arrive, ce truc. C'est un truc de dingue. C'est pareil, là, vous avez les profs qui vont se mettre en grève. Difficilement qu'un cas. Certains syndicats de profs n'appelant même pas à la grève. Mais tant qu'on y va, profession par profession, le vendredi, les soignants qui se mettent devant leur hôpital, le jeudi, les profs qui se mettent dans la rue, le reste, on ne va pas y arriver. Et puis avec des syndicats comme ça, on ne va pas y arriver. Parce que le principe simple pour arrêter toute cette folie, c'est la grève générale. Voilà. Un appel unitaire, unanime, partis d'opposition qui défendent les travailleurs, syndicats qui défendent aussi les travailleurs et qui disent « Ok, on arrête ». Là, on peut négocier. Bon, on en est loin. C'est I have a dream. Mais rêvez pas, les gars. C'est la grève générale, il faut la faire soi-même. Il faut télégréver. En fait, tu dis « Oui, je télétravaille. Oui, je télétravaille. Oui. » Enfin, j'en suis à la saison 3 de... Je sais plus quoi, là. Comment s'appelle cette série incroyable avec le mec avec ses tigres, là. Voilà. Oh, puis la grève de la faim. Non, mais attendez, vous avez vu la grève de la faim de la Route Rouge? Je vois grève de la faim dans le chat, mais le mec fait la grève de la faim, non pas contre le pass vaccinal, mais pour l'union de la gauche. Tout ça pour... tu te dis, mais t'es pas sérieux. C'est pas une vraie grève, en fait, parce que c'est pas vraiment sérieux. Et voilà. En tout cas, 48 heures de grève générale et c'est plié. Ouais. Non, mais c'est sûr. Tout le monde s'arrête. Là, je peux te dire qu'il va falloir négocier autrement. Mais avec des syndicats qui sont dans le dialogue pour pleurer après en disant « Ce dialogue, on s'est encore fait avoir. Pourtant, on a tout fait pour vous. » Bien sûr, c'est Tiger King. Fucking Carol Baskin. Et puis, est-ce que demain, un vaccin ARN contre le sida serait-il possible des fois? Alors, il y a eu un candidat vaccin qui a été testé sur des macaques avec des résultats moins bons que prévus.
Oui, alors les chercheurs poursuivent d'autres pistes. Le problème du virus du sida, c'est que contrairement au virus du Covid, lui peut muter son ARN en ADN et donc faire des poches en fait d'infection qui sont dormantes et qui se réveillent à un moment donné et puis qui fusionnent avec les cellules. Donc difficile de faire un vaccin et le virus du sida mute encore plus que le virus du Covid. Donc c'est dire comment c'est compliqué. Alors déjà, le produit ARN contre le Covid, on voit qu'il faut 3 doses et pas 2. On ne sait pas non plus quelles vont être les implications à long terme, mais c'est pas grave, hein, il faut aller vite. Il faut relancer le monde d'avant, d'après, de pendant, avec le pass et moins de liberté. Mais pour ce qui est du vaccin sur le sida, l'ARN est prometteur, mais on est loin du compte. Hein. Ça, c'est un point sur la recherche dans les Échos, si ça vous intéresse. Voilà un article assez fourni qui explique les mécanismes des virus et pourquoi sida et Covid, c'est pas du tout la même chose. Alors, et puis cette nouvelle, dont on ne va pas vraiment parler, qu'on va mettre sous le tapis, qui est exceptionnelle, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, l'endettement des ménages a dépassé le seuil historique des 15 000 milliards. Non, oui, 15 000 milliards de dollars. J'y croyais pas moi-même quand j'ai dit, mais si, c'est 15 000 milliards de dollars de dette des ménages. C'est beaucoup plus qu'avant le crack de 2008, la crise des subprimes. La Fed est bien emmerdée parce qu'en réalité, le prix de l'immobilier explose, les prêts donc explosent, les ménages s'endettent à taux plein et vont avoir bien du mal à payer leur maison parce que si jamais la Fed augmente ces taux, alors les maisons perdent leur prix et vous avez plein d'Américains qui vont se retrouver sous des tentes ou dans des caravanes et expulsés de leur logis parce qu'ils ne pourront jamais le rembourser. Donc là, c'est Camoulox. On est dans des bulles immobilières, des bulles financières. On est dans des bulles qui ont des dimensions gargantuesques comparées à ce qu'a été 2008. Et ça continue. Et en Europe, me direz-vous? Eh bien, en Europe, là aussi, il y a la petite goutte de sueur parce que les taux augmentent. Vous savez, ça, c'est tous les taux qui augmentent, les taux à 10 ans. Alors la France en bas, vous avez ensuite... non, en bas, je crois que c'est l'Allemagne, la France, la Grèce et l'Italie. Et ça inquiète évidemment la zone euro parce que les pays du Sud sont ceux qui vont le plus souffrir si jamais la BCE, la Banque Centrale Européenne, devait réaugmenter ses taux. Or, Christine Lagarde, la patronne de la Banque Centrale, qui nous disait en décembre, sans y croire, que l'inflation était transitoire et qu'il y aurait un plateau à 2% et qu'on tiendrait très vite. Et puis, vous avez Villeroy de Galhau aussi en France, le patron de la Banque de France, qui dit à peu près la même chose. Tout ça sont des discours rassuristes, déconnectés en réalité des marchés, puisque les investisseurs voient très bien ce qui se passe, ils savent très bien que tout ça c'est des mensonges, que l'inflation, on est à 5% maintenant dans la zone euro et que l'euro ne pourra pas tenir si la Grèce refait la Grèce, si l'Italie s'y met, si l'Espagne dévisse et si la France aussi. Alors la France, on est sauvé parce qu'on a le meilleur président du monde et donc lui, tout le monde est là, sauvez-le, sauvez-le, il faut absolument sauver Macron, sans ça tout s'effondre. C'est le truc, tu vois, tu l'enlèves et pouf, il n'y a plus rien. Donc ils sont bien dans la merde. Alors ils vont essayer de jongler avec les taux sans trop les augmenter en disant non, vous inquiétez pas, on va vous tenir, vous inquiétez pas. Mais bon, en tout cas, vous êtes prévenus, c'est pire qu'en 2008, il y a le Covid en plus, on a un président qui nous insulte, on a les Allemands qui veulent rendre la vaccination obligatoire, ils pourront pas avant mai parce qu'il faut des débats au Parlement là-bas. C'est un truc, c'est incroyable, ils ont une démocratie où il faut débattre avec des parlementaires qui disent pas n'importe quoi, comme Christophe Castaner ou Aurore Berger par exemple. Et donc ça va prendre un peu plus de temps que prévu, alors qu'en France, on a Gabriel Attal hier qui disait « Oui, le 17 janvier, le pass vaccinal, il est mis en place », sauf qu'il y a des débats au Sénat cette semaine. Alors, il ne faut pas s'attendre non plus à un miracle, hein, puisque Retailleau, le patron des sénateurs LR, a dit « On votera majoritairement pour ce merdier », plutôt que de dire « On va flinguer totalement le pass vaccinal et être une opposition forte face à Emmanuel Macron ». Non, ne vous attendez pas à un miracle au Sénat, mais on ne sait jamais. Au moins, ils vont dire « Ce serait bien que le pass s'arrête en juillet, par exemple, comme on avait dit ». Hein, puisque là, le pass vaccinal voté à l'Assemblée n'a pas de limite dans le temps. Et puis, aucune garantie que les non-vaccinés auront accès au bureau de vote, par exemple. Hein, deux choses particulières quand même, qui sont passées comme ça, pouf, 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 dans la nuit. Après un psychodrame, puisque le président nous a traités d'enculés. Non, pardon, nous emmerde. Enfin, c'est bon, c'est super. C'est un beau pays. Hein. Les gens nous regardent en disant, c'est vrai? C'est vrai, ça? C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Si. C'est la France, monsieur. Et pas n'importe laquelle. La France d'Emmanuel Macron.
Donc voilà, on est bien dans la merde. Quoi, vous avez fait une page tabouret, vous êtes des oufs. Je vois un lien, tabouret 2022. Pour une politique avec des pieds sur terre. Qui a fait ça? Je veux les noms. Je suis ça direct. Ah bah bravo. C'est génial. Ah mais oui, mais il était déjà là. Oh la vache. Tabouret 2022, ça date de mars 2021. J'avais pas vu pourtant, c'est génial. Bah bravo. Comme quoi, vous voyez, le tabouret a de l'avenir en politique. C'est génial. Bah, bravo à eux. Moi, je suis assez d'accord. Hein. Le principe du tabouret, ça fait longtemps que je milite. Hein. On va voir, on est le sondage d'ailleurs. Combien vous avez été à répondre? Vous étiez 23 000 et quelques quand je l'ai annoncé tout à l'heure. Et vous êtes 24 893. Et le tabouret est toujours à 88,3%. Loin devant les 2% d'Emmanuel Macron au second tour. Donc tout est possible. Un autre monde est possible. L'horizon tabouresque. Hein, les lois, je m'assois dessus, tu vois, la Constitution, je m'assois dessus. C'est comme Macron, pareil, tu vois, sauf que tu t'assois sur le tabouret, pas sur la République. Tu vois, t'as un petit temps de latence, c'est mieux fait quand même. Alors pas les 3 pieds, non, c'est pas stable. C'est non, un bon tabouret, 4 pieds, avec une politique qui repose sur ces 4 pieds, hein, défense, sécurité, éducation, santé. Voilà, là on est bien. Le reste serait dangereux, évidemment. Voilà, c'était la revue de presse du Monde Moderne. Merci de l'avoir suivi de manière assidue, aussi nombreux. Merci de partager le lien de cette vidéo, de vous abonner sur toutes nos plateformes. Merci d'être toujours plus nombreux chaque jour à suivre l'actualité d'une manière un peu plus différente, parce qu'ici on montre qu'elle est délirante cette actualité, on peut en rigoler. Et ça permet de tenir le coup, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont un peu rincés. Donc surtout pas, tenez bon les amis. Et si vos voisins ne veulent pas vous inviter à la galette parce que vous êtes non vacciné, eh ben c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez y faire? On ne changera pas l'humain. C'est malheureusement comme ça. Merci à vous tous, je vous dis à demain, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez bien, méfiez-vous dans la rue des marcheurs qui tractent pour 50 plus, j'en ai pas vu un, mais apparemment il y en a, et puis voilà, hein. Et puis sinon, prenez pas tout ça trop au sérieux, bonne journée, ciao.